Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va étudier les points isolés du spectre d'un opérateur borné. Ce sera l'occasion aussi de voir l'intérêt de la partie quasi-nilpotente et du cœur analytique de l'opérateur. Mais tout d'abord, on va voir le lemme de Riese. Alors, théorème. Elle est connue dans la littérature sous le nom du lemme de Riese. Alors, soit T un opérateur borné, sur X. Alors, si le spectre de T est la réunion de deux fermés disjoints F1 et F2, F1 et F2 sont deux fermés disjoints, alors il existe deux sous-espaces fermés, Y et Z de X, et ces deux sous-espaces sont invariants par T, tel que. Alors, la première des choses, X est la somme directe de Y et Z. Et la deuxième, le spectre de T restreint à Y égale à F1, et le spectre de T restreint à Z égale à F2. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que si le spectre de T se décompose comme réunion de deux fermés disjoints, alors l'espace X lui-même se décompose comme somme directe de deux sous-espaces tels que chaque fermé de la réunion devient le spectre de T restreint à un des sous-espaces qui composent la somme directe. Alors, on peut mettre F1 et F2 dans deux ouverts disjoints, donc soit U1, U2, deux ouverts disjoints de C, tel que F1 est inclus dans U1 et F2 est inclus dans U2. Maintenant, on considère la fonction f de z égale à 1 si z appartient à U1 et 0 si z appartient à U2. Alors, clairement, f est holomorphe sur U à valeur non X avec U, c'est la réunion des deux ouverts. Alors, on pose P égale à F de T. Évidemment, c'est un opérateur borné. En plus, on a F carré égale à F implique que P carré égale à P, et donc P est une projection. On pose Y égale à l'image de P et Z égale à son nourri. Alors, quand P est une projection, alors on a X, c'est la somme directe de Y et Z. De plus, le fait que P
et t commute parce que quand je prends une fonction f analytique dans un voisinage du spectre, alors f de t commute toujours avec t, donc p commute avec t. Donc le fait qu'il commute, ça implique que y et z sont invariants. Alors maintenant, on va démontrer que le spectre de t restreint à y est inclus dans U. Alors on prend lambda, un complexe n'appartenant pas à U1, et on définit la fonction g par 1 sur z moins lambda si z appartient à U1 et 0 si z appartient à U2. Alors on a g de z fois z moins lambda fois f de z égale à f de z, quel que soit z dans U1, ça c'est clair parce qu'on a g de z fois z moins lambda égale à 1, et donc on multiplie par f de z, l'égalité reste valable. Maintenant, si je prends z dans U2, je sais que f de z égale à 0, donc cette égalité est aussi vérifiée pour z dans U2, c'est-à-dire quel que soit z dans U. Ce qui implique que g de t fois t moins lambda fois f de t égale à f de t. Or, t c'est l'endomorphisme, c'est la projection P, et on obtient que gt t moins lambda restreinte à l'image de P égale à l'identité restreinte à l'image de P. Et comme gt t moins lambda commute, alors on obtient que t moins lambda restreint à l'image de P qui est égale à y est inversible. Montrons maintenant que le spectre de t restreint à z est inclus dans U2. Donc on prend lambda n'appartenant pas à U2 et posons h de z égale à 0 si z appartient à U1 et égal à 1 sur z moins lambda si z appartient à U2. Alors h est analytique sur U, et de plus on a z moins lambda fois h de z fois 1 moins f de z égale à 1 moins f de z. Quel que soit z dans U2, alors pour un tel z, on a z moins lambda fois h de z égale à 1, et donc l'égalité est vérifiée. Maintenant, si je prends z dans U1, on a f de z égale à 1, et donc 1 moins f de z égale à 0. Donc, cette égalité est vérifiée quel que soit z dans U2, union U1. Alors, je remplace z par t, t moins lambda, h de t, i moins f de t, égale à i moins f de t.
Il n'y a pas besoin d'une parenthèse. Ce qui implique encore que t moins lambda h de t restreint à r de i moins égale à i moins p restreint à r de i moins p. Avec p, bien sûr, c'est f de t, et r de i moins p, c'est le noyau de la projection p. Il vient donc que t moins lambda restreint à z est inversé. Et donc lambda n'appartient pas à U. Lambda n'appartient pas au spectre de t restreint à z. Alors, dernière étape dans la preuve, sigma de t égale à F1, donc là c'est t restreint à y, et sigma t restreint à z égale à F2. Alors d'abord il faut remarquer une chose, si t est un opérateur borné et x est la somme directe de y et z avec deux sous-espaces fermés invariants par t, alors le spectre de t est la réunion du spectre de t restreint à y union du spectre de t restreint à z. Ça c'est facile à établir, c'est pas très compliqué. Donc on revient maintenant à la preuve. On a F1, c'est sigma t union inter U1, et donc c'est U1 inter le spectre de t restreint à y union le spectre de t restreint à z. Donc égal à U1 inter le spectre de t restreint à y union U1 inter le spectre de t restreint à z. Or, on a établi que le spectre de t restreint à y est inclus dans U1, donc la première partie c'est sigma t restreint à y, et on a démontré aussi que le spectre de t restreint à z est inclus dans U2, et U1 et U2 sont disjoints, donc cette intersection est vide. Alors, de la même manière, on démontre que F2, c'est le spectre de t restreint à z, donc se démontre de la même manière. Pour un point isolé, le lemme de Lie s'annonce de la façon suivante. Alors, on remarque soit T un opérateur borné, et là-bas un point isolé dans le spectre de T. Alors, il existe Y et Z, deux sous-espaces fermés de X, invariant par T,
tels que x est la somme directe de y et z, t restreinte à y et de spectre réduit à lambda, et t restreinte à z est inversible. Donc lambda n'appartient pas à sigma tr, c'est-à-dire que t moins lambda restreinte à z n'est pas inversible. Le théorème suivant donne une caractérisation des points isolés du spectre en termes de la partie quasi-nilpotente et du cœur analytique. Donc théorème soit T un opérateur borné et lambda un élément du spectre de T. Alors les assertions suivantes sont équivalentes. Lambda est un élément isolé du spectre de T. 2, x est la somme directe de la partie quasi-nilpotente de T moins lambda et du cœur analytique de T moins lambda, où H0 de T moins lambda n'est pas réduit à 0 et la somme directe est topologique. Alors, preuve, quitte à remplacer T par S plus lambda, on peut supposer que S ou bien que lambda égale à 0. Donc 1 implique 2. Avec les notations de la remarque précédente, on a T restreinte à Y est quasi nilpotent. Implique que Y est inclus dans H0 de T. Parce que si je prends Y dans Y, le fait que T restreinte à Y est quasi nilpotent, ça veut dire que la limite de T à la puissance n Y en norme à la puissance 1 sur n tend vers 0. Et donc cet élément appartient à H0 de T. T restreinte à Z est inversible. Parce que 0 n'appartient pas au spectre de T restreinte à Z. Et donc en particulier on a T de Z égale à Z, et comme Z est fermé, alors on obtient que Z est inclus dans le cœur analytique de T. D'autre part, on a H0 de T interne Z égale à H0 de T restreinte à Z. Dans cette égalité, on peut la vérifier facilement. Et comme T restreinte à Z est inversible, alors on a sa partie quasi-nilpotente est réduite à 0. Donc ça, on peut le vérifier à titre d'exercice. T inversible implique que la partie quasi-nilpotente est réduite à 0. Et donc, H0 de T
égale à H0 de t inter y somme z. Alors y est inclus dans la partie quasi-nilpotente de t, et la partie quasi-nilpotente a une intersection réduite à 0 avec z. Donc on obtient que ça c'est égal à y. Maintenant, on montre que la partie quasi-nilpotente de t inter son cœur analytique égale au cœur analytique de t restreinte à H0 de t. Je rappelle que H0 de t est fermé puisqu'il est égal à x à y. Alors soit x un vecteur dans l'intersection, alors il existe une suite xn avec n supérieur ou égal à 0, suite de x, et il existe un scalaire delta tel que x0 égale à x, t de xn plus 1 égale à xn, et la norme de xn inférieure à delta à la puissance n, la norme de x, quel que soit n supérieur ou égal à 0. Alors on a vu que x appartient à H0 de t si seulement si tx appartient à H0 de t. Et donc on a x appartient à H0 de t, x égale à x0 égale à tx1, donc x1 appartient à H0 de t, et de x2 égale à x1, et donc un élément de H0 de t implique que x2 est dans H0 de t. Donc de proche en proche, on obtient que toute la suite xn est inclue dans H0 de t. Par conséquent, x est un élément du cœur analytique de t restreint à H0 de t. Or, t restreinte à H0 de t est quasi nilpotent. Donc, son cœur analytique égale 0. Par suite, H0 de t inter k de t égale à 0. Et k de t égale à k de t inter y somme directe z égale à k de t inter y somme z. Alors parce que z est inclus dans k de t. Alors k de t inter y est inclus dans k de t inter h0 de t. Et ça on vient de démontrer que c'est égal à 0. Et donc on obtient que k de t égale à z. Maintenant, comme les deux sous-espaces y et z est fermé, alors on obtient que la partie quasi-nilpotente et le cœur analytique sont fermés, et donc la somme directe est topologique. Alors, réciproquement, donc on suppose que x est la somme directe topologique de h0 de t et de k de t, avec h0 de t différent de 0, et la somme directe et topologique.
Il vient donc que H0 de t et K de t sont des sous-espaces fermés. Et on a t restreint H0 de t quasi nipotent. Ce qui implique que t restreint à H0 de t moins lambda est inversible pour lambda différent de 0. T restreint à K de t est surjectif. De plus, le noyau de t restreint à K de t, c'est le noyau de t inter K de t, et ça c'est inclus dans H0 de t inter K de t, et donc, puisque cette intersection est réduite à 0, alors on obtient que t restreint à K de t est bijectif, c'est-à-dire inversible. Et donc, t restreint à K de t moins lambda est inversible dans un voisinage de 0. Il vient donc que t moins lambda est inversible sur un ouvert de la forme lambda dans C tel que le module de lambda strictement supérieur à 0 est inférieur à un certain R. Donc en particulier, T 0 appartient au point isolé du spectre. Alors corollaire, soit T un opérateur non réversible, d'ascente et de descente finie. Alors évidemment, dans ce cas, on a l'ascente égale à la descente. Et on va noter les deux par P. Alors les assertions suivantes sont... Alors on a les assertions suivantes. Elles ne sont pas équivalentes, normalement. Alors la première assertion, l'image de T à la puissance P est fermée. La seconde, 0 un point isolé dans le spectre de T. Et la troisième, H0 de T H0 de T égale au noyau de T à la puissance P, et K de T égale à l'image de T à la puissance P. Alors, preuve. Alors, la première assertion découle immédiatement du résultat suivant que je rappelle. Si T est un opérateur borné, et M un sous-espace fermé.
tel que RT inter M et RT plus M sont fermés. Alors R de T est fermé. Alors on sait que lorsqu'on a l'ascente et la descente est définie, alors elles sont égales, et en plus on a X, c'est le noyau de T à la puissance P, et l'image de T à la puissance P, avec P égale l'ascente égale la descente. Donc si je prends M, c'est le noyau de T à la puissance P, alors M inter R de T à la puissance P, c'est 0, et M, c'est fermé. En plus, M plus RT à la puissance P, c'est l'espace X, c'est fermé. Et donc, on obtient automatiquement que l'image de T à la puissance P est fermée. Donc, à l'aide de ce résultat, on obtient que RT à la puissance P est fermé. La deuxième assertion, on a T restreint au noyau de T à la puissance P nidilpotent. Et donc, ça implique que T moins lambda restreint au noyau de T à la puissance P inversible quel que soit lambda différent de 0. D'autre part, on a T restreint au R de T à la puissance P. Alors, du fait que T est l'ascente finie, alors T restreint à l'image de T à la puissance P soit adjectif parce que tout simplement, T de R T à la puissance P, c'est R de T à la puissance P plus 1. Et quand P c'est l'ascente, R de T à la puissance P plus 1, c'est R de T à la puissance P. Donc, T restreint à l'image de T à la puissance P est surjectif. En plus de ça, il est injectif parce que le noyau de T est inclus dans le noyau de T à la puissance P. Et donc le noyau de T inter R de T à la puissance P, c'est réduit à 0. Donc ça implique que T restreint à R de T à la puissance P est bijectif et est inversible. Et donc T moins lambda restreint à l'image de T à la puissance P est inversible sur un voisinage de de 0. Et donc on obtient que T moins lambda est inversible sur un univers de la forme lambda avec module de lambda strict non positif et le lambda inférieur à terre. Par conséquent, 0 est un point isolé du spectre de T. Alors, montrons maintenant la troisième assertion. Alors, on a X égale à noyau de T à la puissance P, somme directe avec l'image de T à la puissance P, et comme 0 est un point isolé dans le spectre, alors on a aussi X, c'est H0 de T, somme directe avec le cœur analytique de T. De plus, on a le noyau de T à la puissance P qui est inclus dans H0 de T. Et comme T de RT à la puissance P égale à R de T à la puissance P plus 1, et P c'est la descente, donc égale à l'image de T à la puissance P, alors l'image de T à la puissance P est inclue dans le cœur analytique de T. Donc on a aussi cette inclusion.
Et autre chose, la partie quasi-nipotente interne du cœur analytique est réduite à 0. Donc, à l'aide de tout ça, on peut conclure facilement que le noyau de T à la puissance P égale à H0 de T, et l'image de T à la puissance P égale le cœur analytique de T. En effet, si je prends X par exemple, un élément de H0 de T, alors je le décompose comme somme d'un élément dans le noyau de T à la puissance P et un élément dans l'image de T à la puissance P. Et donc, X moins la composante qui se trouve dans le noyau de T à la puissance P va être un élément de la partie quasi-nipotente et un élément de l'image de T à la puissance P, qui est bien sûr inclus dans le cas de T. Donc la composante de X qui se trouve dans l'image de T à la puissance P sera dans la partie quasi-nipotente de T inter-K de T qui est égal à 0. Ce qui veut dire que le X appartient au noyau de T à la puissance P. Le même raisonnement permet de conclure que l'image de T à la puissance P est égale à K de T. Maintenant, un petit rappel sur le développement en série de Laurent d'une fonction analytique. Donc, développement en série de Laurent. Alors, on considère U l'ensemble, le disque de centre A et de rayon C, privé de A, donc ça c'est le disque ouvert de centre A et de rayon C, moins l'ensemble A, moins son centre. Et je considère aussi une fonction analytique sur U à valeur dans X. Alors f de z s'écrit comme somme de moins infini à plus infini de z moins 1 à la puissance n, xn, et cette série converge absolument et uniformément sur tout compact, de tout simplement. De plus, le xn est égal à 1 sur 2 pi intégrale sur le chemin commun de f de z, z moins 1 à la puissance n plus 1, d de z, quel que soit n dans z, avec le chemin c'est a plus r exponentielle i, donc i de pi t, avec t dans l'intervalle 0,1 et r compris strictement entre 0 et c. Alors maintenant, si on revient au point isolé, et je prends lambda 0 un point isolé du spectre de T. Alors évidemment, un point isolé, ça veut dire que je peux trouver un C strictement positif, tel que le disque étoile de centre lambda 0 et de rayon C, inter le spectre de T est vide. Et donc en particulier, lambda 0
est dans le spectre de T, et le disque D étoile lambda 0 C est inclus dans l'ensemble résolvant de T. Maintenant, la résolvante de T est une fonction analytique, donc RT, si je prends ça les sélections à D étoile lambda 0 C, à valeur dans Vx, et analytique. Et donc se décompose ou bien se développe en série de rangs de cette manière. RT lambda égale à la somme de moins infini à plus infini de lambda moins lambda 0 à la puissance n fois n, où n est un opérateur de Bx. Et bien sûr, lambda appartenant D étoile lambda 0 C. D'autre part, le fait que lambda 0 est un point isolé, on obtient que X se décompose en somme directe de la partie quasi-nilpotente de T moins lambda 0 et du cœur analytique de T moins lambda 0, avec évidemment la somme directe topologique. Donc ça, c'est la première remarque. En plus, la projection sur H0T moins lambda 0 parallèlement au cœur analytique de T moins lambda 0, c'est exactement l'opérateur moins 1, A moins 1. A moins 1 est la projection sur H0 de T moins lambda 0 parallèlement à K de T moins lambda 0. En effet, la projection sur H0 de T moins lambda 0 parallèlement à K de T moins lambda 0 et l'opérateur F de T où F est la fonction définie par 1 sur le disque de centre lambda 0 et de rayon C, et 0 sur C moins d lambda 0 C. Alors là, c'est l'intérieur, donc c'est un ouvert. Or, f de t, c'est égal à 1 sur 2pi, l'intégrale sur gamma de f de z, lambda moins t moins 1, d lambda, et ça c'est 1 sur 2pi, intégrale sur gamma de f de z. Alors f de z égale à 1, et donc c'est rt lambda d lambda, et ça c'est exactement a moins 1. Alors la deuxième chose qu'il faut noter, c'est que t moins lambda, rt lambda égale à l'identité, quel que soit lambda dans l'ensemble résolvant, et donc en particulier quel que soit lambda dans D étoile lambda 0C, implique qu'il existe une relation entre les AM. Alors cette relation, on va la trouver
Alors je remplace RT lambda par la somme de moins infini à plus infini de lambda moins lambda 0 à la puissance n, à n, donc égale à la somme de moins infini à plus infini de lambda moins lambda 0 à la puissance n, t à n, moins lambda fois la somme de moins infini plus infini de lambda moins lambda 0 à la puissance n à n. Donc égale à la somme de moins infini à plus infini de lambda moins lambda 0 à la puissance n, t à n, moins, alors là je retranche lambda 0 et je rajoute lambda 0, donc j'obtiens la somme de moins infini à plus infini de lambda moins lambda 0 à la puissance n plus 1 à n, moins lambda 0 fois la somme de moins infini à plus infini lambda moins lambda 0 à la puissance n plus 1 fois n égale à la somme de moins infini à plus infini lambda moins lambda 0 à la puissance n fois t à n moins lambda 0 moins la somme de moins infini à plus infini de lambda moins lambda 0 à la puissance n plus 1 à n. Maintenant, faisant un changement d'indice dans la deuxième série, on obtient la somme de moins infini à plus infini de lambda moins lambda 0 à la puissance n fois t à n moins lambda 0 moins à n moins 1. Alors, comme le développement oscillé-Laurent est unique, on obtient que pour n égale à 0, t de A0 moins lambda 0 à 0 moins A moins 1 égale à l'identité. Et pour n différent de 0, an moins 1 égale à t moins lambda 0 à n. Alors maintenant, la troisième remarque, maintenant s'il existe un cas, si pour un certain cas, on a AK égale à 0, alors AN égale à 0, quel que soit n inférieur ou égal à 4. Ça vient de cette égalité. Et par conséquent, ou bien dans ce cas, le K est inférieur ou égal à moins 2. Car sinon, RT lambda se prolongerait en une fonction holomorphe en lambda 0. Et donc, t moins lambda 0 serait inversible puisque RT lambda 0 fois t moins lambda 0 va être égal à t moins lambda 0 RT lambda 0 égale l'identité. Et ça, bien sûr, c'est une contradiction parce que lambda 0 est un point isolé du spectre
Et donc, on ne peut pas avoir T moins lambda 0 inversé. Ce qui contredit le fait que lambda 0 est donc les points isolés du spectre de T. Maintenant, on va définir ce que c'est un pôle de la résolvante, donc définition. Soit T un opérateur borné sur X. Alors lambda 0, alors un point isolé lambda 0 du spectre est dit un pôle d'ordre fini s'il existe un cas supérieur ou égal à 1 tel que A moins K est différent de 0 et A moins K moins 1 égale à 0. Alors, dans ce cas, un tel cas est unique. Et il est appelé l'ordre du pôle lambda 0. Alors, le théorème qui suit affirme que lambda est un pôle si seulement si T moins lambda est d'ascente et de descente finie. Le théorème, soit T un opérateur borné sur X, alors soit avec ELT, lambda un élément du spectre de T, et P un entier supérieur ou égal à 1. Alors, les assertions suivantes sont équivalentes. La première, lambda est un pôle d'ordre P de la résolvante de T. Lambda est un pôle d'ordre P de la résolvante de T étoile. Troisième assertion, l'ascente de T moins lambda égale à la descente de T moins lambda égale à P. Et la dernière, l'ascente de T étoile moins lambda égale à la descente de T étoile moins lambda égale à P. Alors, preuve. Alors, d'abord, quitte à considérer, ou bien quitte à poser S égale à T moins lambda, on peut supposer que lambda égale à 0. Donc, on prend lambda égale à 0. Alors, montrons 1 implique 3. Alors, on a X est la somme directe de H0 de T et de K de T. De plus, la résolvante de T lambda égale à la somme de moins infini à plus infini de AN lambda à la puissance n
Alors, pour lambda de module strictement supérieur à 0 et inférieur à un certain C. Et T de AN égale à AN moins 1, quel que soit N différent de 0. Il vient donc que T à la puissance P moins 1 de A moins 1 égale à A moins P, qui est différent de 0 bien sûr, et T à la puissance P de A moins 1 égale à T de égale à A moins P moins 1. Ce qui implique que T restreint à H0 de T. Alors je rappelle que H0 de T c'est l'image de l'opérateur A moins 1. Donc T restreint à H0 de T, à la puissance P moins 1 est différent de 0. Et T à la puissance P restreinte à H0 de T égale à 0. Donc là je note que H0 de T égale à l'image de A moins 1. Et donc, T restreinte à H0 de T est nipotent d'indice de nipotence P. Quant à T restreint au cœur analytique de T, est inversible. Donc la somme de T égale à la somme de T restreinte à H0 de T, parce que comme je viens de dire, T restreinte à K de T est inversible, et T restreinte à H0 de T est un nipotent d'indice de nipotence P, donc son ascente égale à P. La même chose pour la descente. La descente de T, c'est la descente de T restreinte à H0 de T. Et pour la même raison, T restreinte à H0 de T est nipotent. Sa descente, c'est son indice de nipotence. Réciproquement, si on suppose que X, que T est d'ascente et de descente finie P, alors X, il s'écrit, c'est la somme directe du noyau de T plus P de l'image de T plus P. Et alors, dans ce cas, on a 0 qui est un point isolé du spectre de T, parce que le P est supérieur ou égal à 1, et donc 0 est un point isolé dans le spectre de T. La résolvante se décompose en série de rangs. C'est la somme de moins infini à plus infini, de lambda à la puissance n à n. Maintenant, je note que A-1 est la projection sur le noyau de T à la puissance P, parallèlement à l'image de T à la puissance P. Alors, le fait que la somme de T égale à P, ça implique que T à la puissance P-1 restreinte au noyau de T à la puissance P est différent de 0. Parce que sinon, on aurait le noyau de T à la puissance P inclus dans le noyau de T à la puissance P-1, et donc on a égalité. Ce qui contredit le fait que la somme de T égale à P. Maintenant, en utilisant le fait que le noyau de T à la puissance P est l'image de A-1, on obtient que T à la puissance P-1, A-1 est différent de 0. Or, T à la puissance P-1, A-1, c'est exactement l'opérateur A-P
différent de 0. Donc on a ça d'une part. D'autre part, t à la puissance p restreinte au noyau de t à la puissance p, ça par contre c'est 0, implique que t à la puissance p a moins 1 égale à 0. Et donc a moins p moins 1 égale à 0. Ce qui implique que p, que lambda, que 0 est un pôle de la résolvante de t d'ordre p. Pour les autres équivalences, il suffit de se rappeler que t est d'ascente et de descente finie, si seulement si t étoile est de descente et d'ascente et de descente finie, et dans ce cas, ils ont la même ascente et la même descente. Donc, 3 équivalentes à 4 découle du fait que, en général, l'ascente de S égale à la descente de S étoile, à la descente de S, si seulement si l'ascente de S étoile égale à la descente de S étoile. Et dans ce cas, on a égalité, c'est-à-dire que, alors si je note ça, c'est P, et ça c'est Q, alors dans ce cas, on a P égale à Q. Donc ça, c'est un résultat qu'on a déjà vu, donc je le rappelle juste tout simplement. Et voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo.